Bonsoir, bienvenue. Quatrième semaine de la trajectoire de Frank Gehry. Nous l'avions laissé la semaine dernière au moment où il se trouvait devant un dilemme. Devait-il continuer à travailler pour les promoteurs commerciaux comme la Rouse Company, pour laquelle il avait fait beaucoup de projets, dont certains que je ne vous ai pas encore montrés. Donc devait-il continuer à faire une architecture inspirée pour les marchands ou devait-il aller dans la veine que traçait sa maison et quelques autres projets contemporains dont je parlerai aujourd'hui. Comme vous le savez, il décide de franchir le Rubicon, de restructurer son agence, de rétrécir son agence, de chercher d'autres commandes et de travailler dans la direction expérimentale qu'annonçait sa maison. Alors c'est ce processus, les étapes suivantes de ce processus que je vais présenter aujourd'hui, de manière pas strictement chronologique. Il y aura des retours en arrière, notamment thématiques, dans les cours qui viennent. Il est en effet difficile de présenter dans un cours, c'est possible dans un livre, avec un bon index, les projets de Frank Gehry de façon rigoureusement chronologique, mais on perd les liens très riches qui existent à l'intérieur des séries programmatiques, par exemple les salles de concert, les bâtiments pour l'art ou les maisons. Donc j'essaye de panacher ces deux regards. Et je voudrais retrouver Frank Gehry donc, au milieu des années 70, un moment où il se fait connaître, avant même d'achever sa maison, par une attention aux matériaux bon marché. C'est le titre d'une conférence qu'il donne à l'université de Rice à Houston en 1976. J'ai retrouvé la maquette de l'affichette de la conférence. Gehry n'a jamais enseigné de façon structurelle, jamais de façon permanente. Il a donné des conférences ici ou là, et il est assez exceptionnel de le voir donner des conférences programmatiques, et celle-ci avait un titre tout à fait engageant et programmatique, Cheapskate Architecture, architecture de fauché ou architecture radine, donc une architecture faite de matériaux pauvres, à l'image de ce que faisaient ses amis artistes et ce qu'ils faisaient dans certains projets, y compris des projets qu'on verra aujourd'hui. Et vous voyez de quoi, si j'en reste strictement à la lecture matérielle de cette affiche, elle est faite d'une tranche très fine de carton ondulé, mais de feuilles de carton ondulé qui ont été préalablement encollées et assemblées ensemble pour faire un massif de carton beaucoup plus ample. Et c'est avec ce matériau que Gehry se lance dans la conception et dans la production de meubles, comme vous le voyez avec cette page de Life Magazine qui le montre à la fois assis sur une de ces chaises à ressort en carton qu'il va imaginer et sautant pour démontrer combien son mobilier en carton est solide. Donc, expérimentation et tentative de production industrielle et de distribution commerciale, tout le cycle du travail de Gehry sur les meubles, ce premier cycle, car il y en aura d'autres, au moins deux autres, et notamment le dernier plus réussi commercialement, ce cycle est extrêmement significatif dans cette recherche que fait encore Gehry de trouver des formes de pratiques plus commerciales avant qu'il s'en détourne avec sa maison. Gehry a sans doute réalisé plus de 400 dessins pour cette série de meubles sur laquelle il travaille entre la fin des années 60 et 1973. Et l'origine du projet est d'ailleurs assez intéressante. L'origine du projet est liée à un programme de la NASA, donc de l'administration de l'espace américaine, un symposium national sur l'habitabilité de l'espace qui est organisé au musée du comté de Los Angeles avec la NASA et Garrett Corporation, qui est une entreprise qui produit des fusées à Los Angeles. De façon tout à fait intéressante, la NASA invite des jeunes architectes comme Frank, mais aussi des artistes comme James Turrell ou Robert Irwin. Et Gehry raconte, à propos de cet épisode dont je n'ai pas réussi à trouver de photos, chacun d'entre nous va présenter une intervention ou faire une présentation commune, visuelle et sonore, j'espère. Je suis très intéressé
dans le fait de vous engager. Il parle à l'acousticien Christophe Jaffe, dont j'ai déjà parlé. La liste des participants est très impressionnante. Elle comprend Buckminster Fuller, c'est le génial inventeur et constructeur américain. C'est un pont important entre l'art et la technologie, et nous devrions émettre un point de vue très fort, avec des images et du son beaucoup plus que verbalement. Et un processus expérimental va démarrer, car la contribution de Gary à cette rencontre de la NASA va être d'asseoir tout le monde, il est chargé d'aménager la salle, d'asseoir tout le monde sur des piles de carton utilisées comme table ou chaise. Donc ce processus a été reconstruit par Gary de la manière suivante, dans un texte des années 80, un texte assez proche des événements. Un jour, j'ai regardé une pile de carton ondulé dans mon bureau, le genre de ceux que l'on utilise pour faire des modèles d'architecture, notamment pour faire, vous le verrez encore plus tard, pour modeler les terrains, représenter les terrains des maquettes. Et j'ai commencé à le manipuler, à le coller, à le couper pour faire différentes formes avec une scie à main et un couteau. J'ai découvert qu'en alternant la direction des couches des ondulations, la planche finie avait assez de force pour supporter une petite voiture et lui-même, comme vous l'avez vu auparavant, et avait une texture uniforme, veloutée sur tous les côtés. J'ai trouvé que je pouvais couper ces edgeboards, donc ces planches avec un bord, ces sections de planches pour faire des formes géométriques, les plier, comme vous le voyez sur ce dessin, les courber pour faire des formes sculpturales en forme de ruban. Ce matériau résistait à tout traitement sans se rayer, n'avait pas besoin d'être fini, avait des qualités acoustiques intégrées qui réduisaient le bruit de moitié. Donc avec l'aide de quelques artistes autour de lui, il s'engage vraiment dans la recherche sur ces matériaux, à la fois, comme vous le voyez ici, sur la manière de le plier, de le courber, sur la manière de le couper, et commence à faire des choses qui ressemblent à des sièges, en utilisant notamment l'élasticité du carton pour retrouver des formes de chaises longues ou de rocking chair qui avaient été auparavant, dans l'histoire du mobilier du XXe siècle, faites avec du bois et très souvent et avec des tubes d'acier dans les années 20. Donc, vous voyez certains de ces projets. Il y a à peu près 400 dessins dans les archives de Gary qui rendent compte de ce processus qu'il conduit avec son associé Greg Walsh et avec toute une série d'autres partenaires. Gary raconte dès 1972, j'ai fait un bureau pour moi-même, c'est ce que vous voyez ici, j'ai fait un bureau pour moi-même, et ensuite un bloc de tiroir, et j'ai trouvé que je pouvais tenir debout dessus, sauter sur lui, je ne pouvais pas le croire initialement. Ensuite, j'ai fait une série de tables de salle à manger, et j'ai continué à faire des cloisons et des panneaux de plancher. C'était sans fin, comme une sorte de maladie. Donc c'est un processus expérimental dans lequel il ne s'agit pas simplement de faire des meubles, mais aussi d'en tester les qualités, de tester les finitions, de savoir comment habiller les bords et de savoir comment les produire de la manière la plus économique. En fait, Gary va mettre au point une sorte de chaîne de montage. Vous voyez ici quelques images de l'atelier qu'il met sur pied dans un coin de Los Angeles, et il travaille de manière tout à fait sérieuse en retroussant ses manches et en s'engageant avec ses associés. Et il raconte et je pense que c'est une expérience importante pour la fabrication de certains de ces modèles de bâtiments, que le processus était très simple. Il dit, je le cite à nouveau, quand j'ai fait le premier groupe de chaises de carton, j'ai fait un croquis, j'allais à l'agence le matin et à 4 heures de l'après-midi, j'avais une chaise. Et ensuite, j'étais invité au dîner et plutôt que d'apporter une bouteille de vin, j'apportais une chaise. Donc, un rapport extrêmement simple à ces objets qui sont parfois tout à fait surprenants, comme ces chaises à ressort, wiggle chairs, ces chaises à ressort. Vous voyez
ici tout ce qui permet d'en comprendre la généalogie, en sachant, je vous l'ai déjà dit, qu'il est très difficile de mettre des dates sur ces croquis. Vous voyez le petit croquis conceptuel avec un ressort qui semble sorti d'une bande dessinée, un dessin fait en revanche grandeur nature, et l'objet terminé avec l'élasticité qu'on peut deviner. Alors, en partant des premiers, la première série dont j'ai parlé, c'est celle-ci. Vous voyez que les formes sont des formes plutôt linéaires et orthogonales. La deuxième série, Easy Edges, bord facile, difficile à traduire, est différente. Elle est beaucoup plus, vous voyez qu'elle est beaucoup plus continue. Elle utilise des formes plus courbes. Et c'est cette série que Gary va commencer à produire en série. Il est entré en contact avec le bureau d'un homme d'affaires de New York qui s'appelait Richard Salomon, qui avait réussi à mettre sur le marché de consommation de masse les vêtements d'Yves Saint-Laurent, les produits capillaires de Vidal Sassoon, et qui avait l'idée de vendre ces meubles à travers le réseau de Bloomingdale. Donc, un catalogue va être mis sur pied, que vous voyez ici, avec 17 objets différents qui vont du pot de fleurs cylindrique aux chaises plus orthogonales, en passant par ces chaises à ressort, par une chaise longue, par des tables. Donc c'est une gamme assez remarquable que la publicité vend ainsi. Il s'agit d'un mariage réussi de simplicité classique avec des lignes sculpturales et gracieuses. Ce mobilier est aussi bien chez lui dans un appartement sophistiqué de la grande ville que dans une maison de campagne, un bureau ou un mobile home, une caravane. Il complète les intérieurs traditionnels et se glisse naturellement dans tout décor moderne. Son charme est totalement universel. Donc, vous voyez aussi les techniques de relations publiques utilisées. Une Volkswagen peut être portée sans difficulté par 4 sièges. Volkswagen, ça pèse à peu près 1 tonne. Donc, pendant une semaine après que les meubles aient été lancés sur le marché, Gary pouvait dire à un client potentiel, dans une lettre que j'ai retrouvée, je cite, le mobilier de papier a décollé comme un succès d'Hollywood, la publicité est fantastique, Life Magazine, Time Magazine, tout le monde y va, le téléphone sonne tout le temps de tous les États-Unis, du Canada, etc. Nous avons attrapé le tigre par la queue. La reconnaissance traverse les océans. Le Centre Pompidou le contacte en 1974 déjà pour représenter les chaises dans un ouvrage. Mais Gary s'arrête là. Au moment où le mobilier allait être breveté et où il allait commencer à toucher vraiment un revenu, il a eu l'impression, semble-t-il, que le programme lui échappait. Et il dira plus tard, dans les années 80, à nouveau, pas très tard finalement, le mobilier était publié dans tous les grands journaux des États-Unis. J'étais fasciné par cette acceptation des gens. J'étais emporté par tout cela. J'étais une star. Mais c'était à propos de mon mobilier et ça me gênait. Donc, en gros, il y a un conflit entre l'idéal de Gary à ce moment-là, au milieu des années 70, qui est l'idéal de réussir à mettre en œuvre ses idées dans l'architecture, et je dirais la fascination, mais aussi l'absorption du monde du mobilier. Et donc, il bat en retraite et laisse en plan ses partenaires, ce qui rendra les rapports avec eux extrêmement difficiles à l'avenir. C'est aussi à ce moment-là, et c'est le deuxième thème que je voudrais aborder maintenant, que Gary engage de façon assez délibérée la recherche de formes fragmentées dans l'architecture. Ces formes fragmentées qui vont être vraiment un des caractères fondamentaux de sa production jusqu'à la fin des années 80, eh bien, elle commence au milieu des années 70 avec un projet qui n'a pas été réalisé, mais qui est un projet décisif. On en connaît 3 croquis et quelques photos de maquettes. Ce projet est une commande qu'il obtient au travers d'un de ses amis artistes, le peintre Sam Francis.
le Jung Institute, donc une espèce de collectif de psychanalystes jungiens, demande à Gary une étude exploratoire pour une clinique psychanalytique dans un paysage industriel assez décrépit, assez médiocre. Gary écrira: le site était dans une zone industrielle de Los Angeles. Il s'agissait d'un mishmash, une sorte de combinaison de parking, de lignes haute tension, de containers éventrés. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Et donc, il affirme être parti de l'idée d'un projet que je ne vous ai pas encore montré, qui est un projet un peu antérieur pour un centre de loisirs créé en marge d'une réserve indienne dans le Nouveau-Mexique, qui est un projet important pour comprendre d'où viennent les idées de Gary. C'est un projet dans lequel on trouve évidemment un écho de l'architecture de Luis Barragán au Mexique, et de l'architecture des pueblos indiens du sud-ouest qu'il connaissait, comme on l'a vu, un projet assez minimaliste dans ses formes et qui joue beaucoup sur l'idée de l'enclos, du grand enclos contre lequel les bâtiments sont adossés et du rapport entre l'enclos et le plan d'eau. Donc c'est un peu ce vocabulaire qui aurait été le vocabulaire de l'Institut Jung s'il l'avait compris. Dans ce terrain, il parle d'une zone, dans ce terrain industriel qu'il avait, avec lequel il devait compter, Gary trouva, je cite, une opportunité pour expérimenter les idées qui étaient celles de la maison Ron Davis. Vous vous souvenez de la maison Ron Davis avec sa géométrie déformée, avec la distorsion de sa géométrie. Donc, prendre l'idée de la maison Ron Davis comme un point de départ et dire aux analystes jungiens qui avaient des besoins très différents que chaque département de l'Institut pourrait s'installer dans une de ces formes et s'adapter à elle. Ceci me libéra et de l'obligation de faire des formes toutes diverses parce que des expériences diverses auraient créé une variété de réponses de la part des usagers. Donc, que fait-il? Il casse le programme en éléments isolés et les abrite chacun d'entre eux dans un bâtiment d'une pièce avec une forme variable et dont l'effet est lié à la fois à la forme de ces volumes et à leur rapport. Vous voyez ici le plan le plus élaboré, ce plan un peu plus sketchy, et le croquis le plus important, qui est tellement important, ce croquis, cette perspective qui nous montre ces volumes plantés, bordés par le mur et qui surplombe un plan d'eau dans lequel il se reflète, tellement important ce croquis que Philip Johnson se le fera donner et qu'il a disparu des archives de Gary. Je ne désespère pas de le retrouver. Je le rapproche en tout cas, en ce qui me concerne, je rapproche ce jeu sur les volumes, sur ces cylindres et sur ces prismes, évidemment, de ceux que Le Corbusier avait empruntés aux planches didactiques des écoles primaires et qu'il avait rapproché de cette vue de Rome en 1923 dans Vers une architecture. Donc j'y trouve un écho. La dette de Gary vis-à-vis de Le Corbusier est difficile à évaluer. Il ne cesse de parler de Ronchamp, mais il s'arrête un peu là. Je suis persuadé, quant à moi, qu'il y a beaucoup plus, et j'y reviendrai encore aujourd'hui. Il n'en va pas de même pour ce qui est de sa dette envers Frank Lloyd Wright, dont j'ai déjà parlé, sur laquelle je reviendrai. Alors, regardons la maquette de cet Institut Jung, document retrouvé dans les archives récemment. Donc, vous voyez ce plan d'eau et ces volumes qui sont plantés dedans et qui se sont inscrits dans une sorte de conversation assez intense. Gary insiste sur un aspect de ce projet dont la maquette rend compte, c'est le ciel. Quand vous percevez un bord, le bord de la composition, le ciel se rapproche de vous, c'est un phénomène incroyable. Tout d'un coup, vous avez l'impression que vous êtes dedans plutôt qu'en train de le regarder. Dans cette composition donc, qu'il déclare avoir développé à partir du projet de Coccitti, le mur est une ligne divisant, séparant l'intérieur et l'extérieur, et quand une personne entre à l'intérieur donc, de ce compound,
depuis ce territoire industriel, il trouvera un mode complètement différent. Le projet aurait été intéressant à cause de ce plan d'eau, quelques centimètres, peut-être 10 ou 20 centimètres d'eau sur une surface d'asphalte qui aurait donc reflété les bâtiments, les gens et un programme d'art public qu'il avait imaginé. Gehry affirmera plus tard, et c'est assez amusant, peut-être apocryphe, mais pas très loin, pas très tard, après avoir fait le projet, j'ai trouvé, après avoir fait ce projet pour le Jung Institute, combien l'eau était un symbole important pour Jung, un symbole de l'inconscient. Je ne me souviens plus si je savais ça avant ou si je l'ai su après, mais je crois vraiment que je l'ignorais. En tout cas, cette relation avait été perçue dès 1976 dans l'article que j'ai déjà cité sur l'architecture sans règles, hors les règles de Gehry. The Architectural Record parlait de l'extension de la philosophie de Gehry quant à une architecture invisible avec ses bâtiments installés dans une piscine d'eau, le symbole de l'inconscient dans la philosophie jungienne. Ce qui est important ici, au-delà de cet aspect peut-être finalement anecdotique, c'est donc le travail sur les relations entre les objets dérivant de la distribution du programme, des relations qui sont faites d'intersection, de relations de proximité avec l'intention qui est celle de produire des effets surprenants et à la fois pour les usagers et pour les visiteurs. Gehry savait assez vite a su assez vite que ce projet ne se ferait pas et que c'était une sorte de rêve qu'il poursuivait, mais il l'a néanmoins poussé assez dans les détails, en tout cas au stade de la maquette. Alors, ce rapport, cette idée de la fragmentation, on va la retrouver progressivement à l'œuvre dans toute une série d'autres projets, de maisons notamment, et je vais vous parler maintenant de quelques-unes de ces maisons qui sont développées en parallèle, en gros en parallèle avec sa propre maison. Certaines d'entre elles sont peut-être antérieures, immédiatement antérieures, d'autres sont strictement contemporaines. Ici, c'est justement une maison pour un psychanalyste du nom de Wagner sur la pente. Vous voyez comment le carton ondulé était utilisé pour simuler les terrains sur les maquettes. Donc le cabinet du psychanalyste dans la partie basse du bâtiment, et puis la maison qui grimpe sur la pente, des chambres avec des balcons couverts enveloppés de grillages et qui sortent, qui font saillie par rapport au bâtiment. Il est intéressant de voir dans ces quelques croquis, donc le travail de géométrie ici, ces rabattements du plan, le rapport entre le plan et ses petites perspectives qui rappellent le travail fait sur la maison Davis. Et ici, un rapprochement assez surprenant dans un des premiers croquis conceptuels que Gehry réalise sur des petites feuilles de papier, sur des feuilles de papier à lettres. Rapprochement entre cette maison et le temple d'Issé au Japon, ce temple qui, vous le savez, est reconstruit périodiquement en restant identique à lui-même, mais fait de composants à chaque fois tout neufs. Donc sans doute l'idée que cette architecture de l'ossature de bois, cette architecture du frame est aussi une architecture qui est susceptible de se renouveler. En tout cas, le frame, le squelette en bois reste assez calme dans ce projet, ce qui ne sera pas le cas du projet suivant, qui à mon avis est un projet tout à fait essentiel, parallèle à la maison de Gehry. C'est un projet qui est implanté sur un terrain assez étroit, devant un terrain en pente aussi, comme vous pouvez le voir ici, et c'est une maison double. On le voit peut-être mieux dans les études en plan. Vous voyez qu'il s'agit d'associer deux volumes, et Gehry s'intéresse beaucoup en perspective ici et ensuite en plan au rapport entre les deux volumes. Ce volume sur plan carré contient les espaces de réception pour une famille qui a une vie publique intense, et les chambres sont toutes installées dans cette barre. Et vous voyez ici comment le problème de l'assemblage du volume cubique et de la barre occupe Gehry, à la fois considéré en perspective et considéré en plan.
c'est certainement, je l'ai déjà montré rapidement, certainement un des projets dans lequel la connaissance que Gehry commence à avoir des différents courants de l'avant-garde russe se manifeste de la manière la plus claire. On peut y voir ici, on peut voir dans le plan un écho des compositions suprématistes de Malevich, qui s'est intéressé à tout ce qui pouvait se passer quand un carré en rencontrait un autre. On peut aussi y trouver un rapport avec les constructivistes, avec notamment ces dispositifs scéniques de Popova du début des années 20, dans lesquels vous voyez presque un écho littéral quant à l'ossature en bois. Alors ici, ce qui est important, c'est que l'ossature en bois se déchaîne. Elle était finalement assez calme dans la maison de Gehry que je vous ai montré. Le seul moment où vraiment l'ossature prenait sa liberté, c'était dans la grande verrière de la façade sur l'avenue. Ici, vous voyez qu'il y a une autre verrière qui couplée avec celle d'à côté, va permettre d'injecter de la lumière dans la partie publique du projet. Donc c'est une maison extrêmement intéressante dans son développement, et aussi quand on essaye de comprendre le projet, ce qui n'est pas facile, c'est une maison intéressante pour ce qui est précisément du parcours de la lumière. Vous voyez à nouveau cette verrière et la partie publique. Ici, c'est un dessin assez difficile à saisir, qui est en fait une coupe longitudinale qui montre comment des skylights, comment des éclairages zénithaux projettent de la lumière à l'intérieur des volumes de la maison. C'est une sorte de coupe-élévation assez complexe. Bref, un travail intéressant, sans lendemain, mais aussi formateur que peut-être dans cette séquence que son travail sur sa maison. Un autre bâtiment intéressant dans lequel les recherches sur les matériaux des années 70 se concluent. Vous vous souvenez de la maison de Ron Davis et de son utilisation de la tôle ondulée. Ici, c'est une maison construite à Venice, sur une parcelle assez étroite sur le bord d'une rue parallèle à la plage. Une maison qui a deux côtés, qui est construite pour une cliente difficile apparemment, Jane Spiller, qui était un designer qui avait travaillé avec Charles Eames et qui directement, et dont l'idée de demander à Gehry une maison en tôle vient directement de la maison Davis, dont elle avait vu les dessins dans le studio de Gehry. Donc c'est une maison double avec une maison pour la propriétaire et une unité, un petit logement locatif à l'arrière. Ce qui est intéressant ici, c'est à nouveau, je dirais, la tension entre l'enveloppe et le cadre en bois qui émerge, la structure en bois qui émerge plus ou moins directement, notamment dans les superstructures. Vous voyez dans les dessins le travail d'assemblage de ces deux composantes, le travail de montage de ces composantes, le travail sur les circulations, comment assurer des circulations autonomes pour chaque entité, la question des verrières. Ici, les verrières qui étaient protubérantes dans les parties basses des maisons, comme celle de Gehry, sont repoussées vers le sommet et vont devenir très importantes pour projeter de la lumière à l'intérieur de la maison, où évidemment la structure en bois est apparente. Donc, souvenez-vous du langage des bureaux de Gemini, avec cette utilisation du bois pour articuler les différents composants du programme. Eh bien, nous y sommes dans ce projet. Un autre projet réalisé mais désavoué par Gehry, parce que le client l'a construit lui-même en grande partie, et donc les photos, Gehry en censure les photos, ce qui est le cas de quelques autres projets dont j'aurai l'occasion de parler. C'est ce projet pour Whitney, ou autrement dénommé Maison du réalisateur de cinéma, conçu pour un canyon dans l'ouest de Los Angeles, dans lequel la fragmentation des composants devient totalement extrême. Chaque entité est une construction autonome avec son traitement de façade et avec sa structure. Certains éléments sont en béton, comme le bloc ici des chambres. D'autres éléments sont en bois, comme le bloc du séjour et des cuisines. Le bloc des chambres, en revanche, est en bois. Vous le voyez ici, et supporte
c'est une espèce de machine qui s'ouvre avec des volets et qui supporte cette pergola assez animée. Ici, une serre qui est un espace de réception, une salle de bain dans une tour, une chambre à coucher pour les invités suspendus et raccordés à la colline, et enfin le pivot, ce qui est au fond logique dans une ville autocentrée comme Los Angeles, c'est le garage qui comprend aussi un atelier. Donc, vous voyez cette dissociation qui est pas simplement, qui est à la fois programmatique, volumétrique et, je dirais, épidermique dans le traitement des bâtiments et de leur surface. Donc voilà quelques étapes dans le projet. Vous voyez qu'il est conçu à un moment donné comme une sorte de, j'y reviendrai, cela deviendra peut-être même obsédant, comme une sorte de nature morte à la Morandi, et d'autres visions d'un paysage qui devient plus calme quand les bâtiments trouvent leur spécificité. On pourrait rapprocher cette maison de beaucoup de choses. Dans les volumes, peut-être, des recherches de John Haydock, que John Haydock conduit à ce moment-là à New York. Et quant au plan, je reviens sur mon parallèle. Je trouve qu'il y a une furieuse analogie entre la trace au sol des bâtiments, bien plus que leur volume, tel qu'on peut les voir, ce bâtiment rectangulaire, celui-ci carré, celui-ci qui ressemble à une ligne épaisse, donc une très forte analogie entre jusque dans le placement, le jeu sur les décalages angulaires entre donc ce projet et cette composition de Malevich. D'autres projets participent de la logique de la fragmentation, dont Gehry s'est expliqué de multiples manières en disant qu'il avait que c'était devenu son premier réflexe devant je ne retrouve plus la citation en question, que c'était devenu son premier réflexe face à un programme, d'essayer de le dissocier, d'en découvrir les ressorts cachés et ensuite de le recomposer. Donc ici, une petite maison construite à Calabasas, au nord de Los Angeles, qui est une maison dans laquelle, à nouveau, sont séparées les pièces de séjour dans la partie basse et les chambres, reliées par une passerelle. Une maison assez amusante construite pour un professeur de droit de l'université Loyola, de l'université jésuite, sur laquelle je vais revenir. Amusante aussi parce que les enfants ont une chambre et un passage secret pour monter sur la terrasse. C'est une maison conçue dans un rapport très, très direct et très, très intime avec le client. Une dernière sans doute, c'est cette étrange maison qui se trouve sur la plage de Venice, ici, qui est, vous voyez sur cette photo combien qu'elle est comme écrasée. C'est un effet évidemment photographique. La maison est écrasée entre ses voisines. C'est une maison profonde sur une parcelle qui va depuis la plage jusqu'au Mews qui se trouve derrière. Vous le voyez sur cette maquette. Une maison qui est construite pour un écrivain ou disons un auteur qui aspirait à la fois à avoir un ermitage sur la plage, lui permettant de regarder la plage, et à se protéger de la plage pour ce qui est de son habitation. Et donc toute l'étude de ce projet va jouer sur la dualité entre cet élément isolé qui, bien sûr, fait allusion au langage des cabines des sauveteurs des plages américaines, et le reste du bâtiment. Vous voyez, toute cette série de croquis, il y en a beaucoup, montrent comment des affinités initiales sont parfois recherchées entre les deux côtés. Ici, vous voyez que cette cabine a une forme qui est une forme plus plastique et qui ne fait pas allusion à la simple boîte en contreplaqué que l'on trouve sur les plages. Ailleurs, à d'autres moments, elle est plus littéralement dérivée de ce qu'on y trouve. Vous voyez aussi cette idée qui est très importante ici, regardez sur ce croquis à droite, l'idée dans ce bloc assez compact de la maison de conduire la lumière du toit au rez-de-chaussée. Donc l'idée d'une sorte d'introversion de la partie arrière de la maison qui contraste avec l'ouverture et les vues gagnées sur l'océan à la hauteur de ce studio. Donc voilà le résultat. Vous voyez que cette maison est elle-même une sorte de... les éléments ne sont pas dissociés, à l'exception de la retraite du bureau cabine, mais vous voyez que finalement les éléments
appartiennent pour chacun d'entre eux à un univers différent, verre, bois, charpente en bois enduite, béton recouvert de carrelage bleu pour la partie basse que l'on ne voit pas bien ici. Quant à la cabine de maître nageur, elle fait l'objet d'études assez précises. Vous voyez ici qu'elle est pensée comme une sorte de pilier avec un chapiteau sur lequel l'habitacle est posé. Donc c'est l'idée initiale qui progressivement va se simplifier pour arriver à ce résultat. Le client était aussi assez japonophile, ce qui explique la présence de cette porte japonaise ici. Et vous voyez ici, je crois que c'est une vue assez intéressante qui montre comment une sorte de crescendo de lumière se trouve entre l'intérieur et le bureau, qui en plus, vous le voyez ici, a une verrière qui permet, par une sorte d'effet à la Turrell, de profiter du coucher ou du lever du soleil. Donc c'est un projet qui est extrêmement rigoureusement dessiné autour de la question des vues et de la lumière. Assemblage. Alors, un projet qui participe non pas de la fragmentation, du découpage, mais plutôt de l'assemblage, ou plutôt du rapprochement de trois programmes. C'est un ensemble de trois habitations d'artistes construits à Venise pour Charles Arnoldi, qui était un ami de Gehry, et dont le travail, dont vous voyez ici le travail, les œuvres d'Arnoldi étaient accrochées dans les intérieurs de la maison de Gehry que vous avez vu la semaine dernière. Donc Arnoldi, quelqu'un qui travaille beaucoup sur le bois, sur ces réseaux de bois colorés, et deux autres artistes qui s'associent, Gehry mettant un peu lui-même de moyens pour construire ce petit ensemble dans un quartier assez dense de Venise que vous voyez en haut. Donc trois entités qui sont à la fois des habitations dans les parties basses et des ateliers dans les parties hautes. Un travail de différenciation qui s'opère graphiquement. Donc, vous voyez ici toute une série d'esquisses dans lesquelles l'idée que chaque entité soit différente et progressivement apparaît progressivement au travers d'éléments distinctifs qui sont essentiellement les éléments des superstructures. Vous les voyez là. Ici, une version qui est une version presque plus naïve ou proche des constructions vernaculaires du bord de la plage de Venise. Ici, une version plus monumentale, où on retrouve sans doute l'idée de la cabine de sauveteur. En définitive, donc trois entités, c'est la maquette définitive, trois entités qui structurellement sont assez proches, avec un éclairage zénital, avec un volume comparable, et avec des éléments qui les singularisent, je dirais doublement, puisque cette singularisation, elle est, vous l'avez vu, le fait de leur épiderme, qui reflète, de la même manière que la maison Norton, on le comprend mieux maintenant, reflétait, essayait de refléter ou de concentrer tous les langages que l'on pouvait trouver à côté sur la plage de Venise. C'était une sorte de reflet concentré de Venise. De la même manière, Gehry, ici, répond aux maisons environnantes qui sont enduites, qui sont en contreplaqué plus ou moins verni, ou bien couvertes de bardeaux d'asphalte, de shingles. Donc voilà, si vous voulez, le point d'aboutissement. À l'intérieur, et évidemment, un bâtiment vient à l'esprit à propos par son volume, mais aussi par la superposition de l'atelier de l'artiste et de la résidence de l'artiste. C'est la maison, l'atelier des enfants, construit par Le Corbusier à côté du parc Montsouris en 1922, que vous voyez ici. Je dirais que c'est presque, l'écho est presque littéral, avec dans ce cas, le travail de Le Corbusier sur les verrières qui donne ce profil si particulier à cette maison, profil disparu depuis. Vous voyez l'intérieur de ces ateliers à gauche au moment de leur achèvement. Ils étaient livrés à l'état brut et vous voyez quel est l'effet que produisent les différents éléments qui les singularisent, notamment cette espèce d'escalier, de forme en escalier que l'on trouve ici, ou la forme ou la cheminée qu'on trouve dans l'autre maison. Alors, maintenant, je voudrais parler de trois projets
qui sortent de la sphère de l'architecture domestique et qui nous rapprochent des enjeux urbains, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, tant l'expérience de la conception de l'espace urbain est importante pour Gehry. Le premier est un projet non réalisé que je trouve très important. C'est un immeuble de bureau pour la Screen Actors Guild, pour le syndicat des acteurs de Hollywood. Il s'agit de construire une série, un immeuble de bureau, et vous voyez que Gehry le conçoit à l'origine, dès ses premiers croquis, comme un assemblage de construction. Vous comprenez le rapport avec ce que l'on vient de voir, l'idée d'un groupe de bâtiments qui ont chacun leur personnalité et qui se tiennent par la main dans ce croquis, par exemple ici, ou qui sont enlacés plutôt dans celui-là. Dans le développement du projet, les relations vous voyez, les relations deviennent plus complexes. Ces bâtiments, ces petits immeubles de bureaux en viennent à créer une sorte de condensé de ville, ici, de condensé de micro-skyline. Ici, Gehry imite un îlot d'habitation qui pourrait être en Nouvelle-Angleterre. Ici, en revanche, c'est plutôt un bloc unifié, fendu au milieu et perché sur ses courtes jambes. Donc un travail très ample qui explore de multiples hypothèses et qui se termine sous une forme corsetée dans la maquette qui conclut l'étude. Le bâtiment ne sera pas réalisé en effet. Vous voyez la forme finale, c'est un bâtiment qui enserre les immeubles de bureaux et qui recrée de micro-paysages que je rapproche. Un projet que je rapproche de deux choses complètement différentes. D'une part, cette espèce de ville miniature que l'on retrouve sous l'auvent, sous cette grande ouverture du bâtiment, en tout cas de la maquette, me fait furieusement penser à ce pueblo de Mesa Verde dans le Colorado, où se trouve une petite ville miniature avec des maisons très petites qui sont abritées et comme cadrées par la falaise. Mesa Verde, c'est un lieu, une destination de voyage, peut-être pas de week-end, mais de vacances pour les gens de Los Angeles. Évidemment, ce projet de 1981, l'apparition tout d'un coup de la colonne et de cette colonne encadrée permet peut-être de rapprocher ce projet de l'expérience que Gehry vient d'avoir en 1980 à la Biennale de Venise, où il a participé, où il a eu l'occasion de construire un bâtiment sur une petite façade à l'intérieur de cette rue. Le projet le plus important de cette série, c'est le premier projet urbain que Gehry réalise à partir de ses nouvelles idées. C'est le campus de l'école de la faculté de droit de l'université jésuite Loyola, qui est, vous voyez ici, un assemblage de bâtiments dans lequel on trouve des salles de classe, une chapelle, des amphithéâtres, une bibliothèque, un assemblage assez complexe pour lequel Gehry est auditionné et travaille beaucoup avec les clients. J'ai trouvé, et c'est assez exceptionnel, son livre de notes pendant tout le processus de commande. On voit deux choses. La première, c'est qu'il s'ennuyait beaucoup pendant les réunions et qu'il faisait beaucoup de petits gribouillis, de petits doodles dans les marches. Mais on y trouve aussi beaucoup de notations intéressantes sur l'importance de recycler les bâtiments existants, sur le traditionnalisme des professions juridiques, sur le fait que les professeurs sont divisés, comme dans toutes les écoles que je connais, sur l'importance de la bibliothèque. Ceux qui sont orientés vers la recherche s'opposent à ceux qui sont orientés vers la pratique. Il note, on est en 1978, qu'il faudrait qu'il y ait quelque part une connexion avec un terminal vers le computer de l'université pour la gestion, qu'il dit que les étudiants déclarent apprendre plus de leurs camarades que des professeurs, tout en soulignant la déshumanisation des étudiants de cette école de droit. Il souligne aussi l'importance de la flexibilité dans l'usage des locaux. Bref, on a l'impression, on voit quelqu'un qui est vraiment attentif, ce qui est, je pense, rester une caractéristique de Gehry, extrêmement à l'écoute, pas simplement du porte-parole des clients, mais de tous ceux qui risquent d'être les usagers de ce projet. Le campus est assez compliqué et sera réalisé en 6 phases. Je vais parler aujourd'hui essentiellement de la première phase. Le bâtiment principal ici est un bâtiment de classe, la chapelle et ce petit auditorium en forme de temple et le rassemblage. Car ce qui est important
c'est le travail, à partir de ces volumes qui sont très simples, c'est le travail des assemblages. Ici, vous voyez à nouveau les formes élémentaires corbusiennes dont j'ai parlé, je n'insiste pas trop lourdement. Donc, le début d'une réflexion sur leur rassemblement. Ici, vous voyez l'idée de les regrouper, et vous notez tout de suite la continuité avec le projet pour les acteurs, hein, l'idée de regrouper ces entités autonomes sous un grand toit, d'en faire les éléments d'une sorte de famille. Ici, une version que je trouve intéressante et qui se décline de différentes manières, c'est l'idée d'avoir un grand bâtiment derrière, une sorte de bâtiment de toile de fond devant lequel les autres entités, la chapelle, les petits auditoriums, seraient comme les temples d'un agora grec. Puis le travail se concentre sur le bâtiment, progressivement sur le bâtiment principal et notamment sur l'importance des éléments d'entrée. Donc vous voyez ce bâtiment principal ici, le bloc de l'entrée, les liens qu'il peut entretenir avec les bâtiments secondaires. Le propos se développe méthodiquement de croquis en croquis. Donc je crois que c'est un des premiers projets de Gehry historiquement pour lesquels le parcours peut vraiment être reconstitué et rapprocher sans doute, si c'était possible, des correspondances et des interventions des clients. Donc voilà une maquette qui n'est pas une maquette d'étude, qui est une maquette du premier projet dans lequel vous voyez donc la chapelle, un auditorium qui sera construit plus tard, un autre petit auditorium et le bâtiment principal. Les sources que Gehry utilise dans ce projet, et il en parlera, je pense, assez clairement, ce sont des sources qu'il puise dans sa connaissance des villes. Il écrira par exemple « J'ai essayé de construire comme je le fais toujours, en créant une métaphore pour une ville de tours et de tourettes, de vieux passages et de collisions étranges. » Le projet est né des matériaux avec lesquels j'imagine les villages. Mais il y a d'autres sources aussi dont il parle épisodiquement ou dont il ne parle pas. Il a parlé par exemple dans le rapport des petits bâtiments entre eux, de l'entassement des socles et des sculptures dans l'atelier de Brancusi, qui n'était pas encore sur le parvis du centre Pompidou, qui n'existait pas. Il était à l'époque dans le vieux musée d'art moderne de l'État, dit Palais de Tokyo. Donc il parle de cela. Il ne parle pas de cela, mais il n'est pas très difficile de constater qu'il s'intéresse beaucoup à ce qui est en train d'émerger sous la bannière du postmodernisme. Ici, ce projet de Krier qui fragmente une école, qui crée une place, qui fragmente une école en autant de bâtiments isolés, dont certains sont précisément les tours, les tourettes ou les temples dont parle Gehry. Deux autres sources importantes, elles sont très évidentes quand on regarde ce projet. L'une est explicite, Gehry fait référence à De Chirico et à cette série des places d'Italie. Donc dans le placement, dans l'arrangement des formes, des portiques, de cet élément rouge, comme l'était la chapelle sur la maquette de tout à l'heure, l'écho de De Chirico est visible. Et ce qui est intéressant aussi, ce projet se développe au moment où Aldo Rossi commence à prendre une certaine importance, pas simplement en Europe, mais aussi de manière transatlantique. Et il est assez facile de rapprocher le bâtiment des classes de cet ensemble de logements de Rossi. Regardons-le ici, regardons ce système de percement, le bâtiment perché sur pilotis. Les proportions sont différentes, mais l'écho de Rossi est tout à fait clair. Alors, dans la mise au point du projet, ce mécanisme d'entrée va jouer un rôle très important. Et on voit ici, je vous fais grâce des détails, mais tout le travail sur l'accès dans le bâtiment et sur la mise au point sur des papiers à lettres ou sur des serviettes en papier de café de cette partie centrale du bâtiment qui est intéressante parce que vous voyez qu'elle vient contraster, c'est une forme sculpturale qui est insérée en conflit et tordu à l'intérieur d'un bâtiment qui est un bâtiment aussi, je dirais, répétitif et ennuyeux que peut l'être un bâtiment de salle de classe normal. Donc vous voyez à nouveau sur cette photo aux couleurs un peu forcées, cette partie centrale.
dont Harry Cobb, qui a été l'associé de Pei pendant très longtemps, dira ces escaliers se tordent et tournent en s'abandonnant de façon si irrépressible qu'on a l'impression qu'ils sont enfin libérés de toute contrainte d'économie, de structure ou de fonction. Quand perçus ensemble avec les ouvertures rigoureusement ordonnées du mur par rapport auquel dont elles émergent, elles offrent elles permettent une spéculation métaphorique éloquente, c'est Cobb qui parle, de la relation complexe et toujours problématique entre la liberté d'action et la règle de la loi, la règle du droit dans la société humaine. Donc vous voyez la lecture que Cobb, qui est un architecte assez fin, parvient à en faire, va sans doute au-delà des intentions de Gehry, mais elle manifeste quand même la capacité qu'a ce bâtiment à capter des analyses intéressantes. Autre composant important du premier projet, de la première tranche, c'est la chapelle que vous voyez à droite. Ici, c'est un bâtiment un peu plus tardif. Gehry commence sa réflexion de façon très particulière. Il s'intéresse dans ses premiers croquis à cette petite chapelle de Taos au Nouveau-Mexique, une chapelle construite en terre. Et vous voyez comment il la dessine. Évidemment, cette image n'est pas dans le fond d'archives, mais je n'ai eu aucun mal à deviner d'où ça venait. Vous voyez ici cette petite chapelle qui devient une sorte, qui se géométrise et qui a presque la physionomie d'un visage, avec un regard sévère sur le campus. Beaucoup de croquis pour cette chapelle, des variantes de projets totalement bouffonnes. L'idée de faire une chapelle en forme de tiare à gauche, bon, moquerie vis-à-vis des jésuites qui l'ont sans doute mal pris, et sans doute simplement une de ces réflexions que l'on fait en répondant au téléphone. Ici, en revanche, des formes beaucoup plus conventionnelles, l'idée d'une flèche qui serait incurvée, et en définitive, le projet réalisé est un projet extrêmement simple, dans lequel le jeu est moins sur le volume que sur l'effet de l'ossature en bois coffrée dans un emballage de verre, comme vous l'avez vu auparavant. Voilà cette forme extrêmement simple qui est réalisée et qui est très efficace à l'intérieur, un très joli volume habillé de contreplaqué. Le dernier bâtiment dont on peut parler aujourd'hui, c'est ce bâtiment du temple, qui était en fait un petit amphithéâtre, puisque l'enseignement de l'école de droit de l'Université Loyola était fondé sur la simulation théâtrale des procès. Les étudiants étaient appelés à jouer le rôle de l'avocat ou le rôle du procureur ou le rôle de l'accusé dans un procès. Et donc pour cela, ils avaient besoin de petits théâtres, tribunaux-théâtres. Mais pour ce qui est de ce bâtiment, ce qui est intéressant, c'est l'importance de la référence classique. Gehry dira que son client, que les jésuites, voulaient des formes classiques, et Gehry les leur donnera de manière abstraite. En écho à ce que fait, par exemple, à ce qu'avait fait un de ses amis artistes, Tony Burlant, ici, dans cette œuvre que je trouve toujours très fascinante, le mariage d'Athènes, de New York et d'Athènes, donc le mariage de la tour et du temple. Eh bien, c'est là-dessus que Gehry réfléchit quand il fait le petit temple que vous voyez ici. Ce petit temple avec ses colonnes sans chapiteaux qui se dressent devant les bâtiments plus hauts et avec les tours dans le fond. Un dernier projet dont je voudrais parler est un des projets les plus intéressants dans le rapport de Gehry, non pas à la topographie de Los Angeles, mais à la culture visuelle des rues de Los Angeles. C'est un petit ensemble commercial construit à Santa Monica, au fond duquel se trouve un musée. Pour l'essentiel, ce sont des boutiques, dont une boutique construite dans un édifice conservé. Vous voyez ici le plan de cet ensemble situé sur le bord d'une grande voie. Ici, toujours dans cette famille de projets faits d'objets déconcentrés et d'objets regroupés dans une sorte de pulsation, la pulsation d'une sorte d'accordéon. Vous voyez qu'ici, on est plus dans une logique de compression de l'accordéon. Les deux entrées qui conduisent au musée installé à l'intérieur d'un grand hangar existant et aux boutiques trouvées à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est à la fois
le parcours ici et la manière dont le bâtiment se signale à l'extérieur. Le parcours, vous le voyez mieux sur cette maquette, qui vous conduit tangentiellement, qui vous capte sur le trottoir et vous conduit à l'intérieur de deux manières. Et ici, il n'est pas difficile de rapprocher le plan de cet ensemble des systèmes de place d'Italie discutés par Camillo Zeta, dont le livre L'urbanisme selon ses principes artistiques avait été traduit en anglais en 1945 et était un des livres de chevet de Gehry, qui me l'a avoué sans réticence. Donc c'était un des livres importants pour tous ceux qui s'intéressaient à l'urban design dans cette période. Il y a aussi un autre aspect de ce projet que je trouve tout à fait intéressant, c'est le travail sur la signalétique. Il n'y a pas d'enseigne criarde, mais malgré tout, il y a des superstructures qui parlent, on le voit bien ici, qui sont inscrites dans le cône mouvant de vision des automobilistes sur cette rue. Et là, évidemment, Gehry interprète ce qui scande les rues de Los Angeles, à savoir les billboards. Mais il en garde quoi? Il en enlève les images et il en garde les structures, il en garde les ossatures. Donc il y a là une interprétation abstraite du paysage urbain de Los Angeles qui est tout à fait intéressante. En termes de matérialité, c'est aussi un nouveau cycle que l'on perçoit ici. Le contreplaqué a disparu, l'enduit en tant que tel aussi. C'est un moment où Gehry s'intéresse beaucoup au revêtement en tôle. Donc une grande partie de ce bâtiment est enveloppée en tôle et prend la lumière de manière tout à fait intéressante. En 1980, et j'en termine ainsi, Gehry avait été invité à participer à la Biennale de Venise, dont le commissaire était Paolo Portoghesi, la première vraie biennale d'architecture, bien qu'il y en ait eu une expérimentale en 1976 sous l'égide de Grégotti. 20 architectes avaient été invités à créer une petite boutique à l'intérieur de la corderie de l'Arsenal, entre les colonnes de la corderie, et la plupart d'entre eux joueront avec le thème de la colonne, d'une manière ou d'une autre. Gehry se refusera à ce jeu-là, et ce qui est intéressant dans sa contribution, c'est finalement l'insertion dans ce cadre convenu de l'architecture de la corderie d'une sorte d'ossature californienne. Vous voyez ici le croquis, dans lequel apparaît, vous voyez à gauche que l'ossature est axée de manière à permettre, mais évidemment c'est une vue, celle que l'on voit à gauche, que l'on ne peut avoir que sur le papier, c'est une vue frontale. En réalité, l'alignement ne fonctionne pas. Vous voyez que cette ossature est faite pour ménager une vue vers l'extérieur de cette corderie. C'est un projet important parce qu'il c'est un projet dissident par rapport au discours régressif, historiciste des autres postmodernes dans cette exposition. Cette invitation à la Biennale de Venise, dont on connaît maintenant tout à fait l'histoire, on sait comment Portoghesi et ses conseillers, à commencer par Charles Jenks, ont sélectionné les architectes, intervient à un moment où Gehry, justement, vient d'être découvert par les Italiens. Donc cette Biennale de 80 correspond pour la première fois à une véritable migration de l'image de Gehry qui commence à représenter une alternative architecturale sur la côte ouest pour les Américains, pour les Européens. Et ceci se manifeste aussi dans la presse américaine. Cette photographie nous montre Gehry et une série de jeunes gens, d'architectes qui sont un peu plus jeunes que lui, certains d'entre eux ont travaillé avec lui, qui en viennent à constituer, donc aux yeux des critiques, en 1980, au moment où Gehry lui-même est reconnu en Europe, une sorte de nouvelle école. Un article du journal Interiors souligne que ces architectes sont en train d'élaborer un langage individuel identifiable. Certains pratiquent leur profession comme des artistes, sans être pour autant bohèmes, dépourvus de sens pratique, non professionnels ou désintéressés du point de vue des affaires. Ils ont simplement
développer leur propre système esthétique à un niveau plus élevé de définition et restent dans l'ordre de l'affirmation individuelle tout en restant dans les budgets et en respectant les règles. Donc le premier d'entre eux, c'est pour lui Gary, et les autres qui pratiquent une sorte de constructivisme scénographique, comme on a pu le voir avec la maison familiale, et les autres participent du même mouvement. Gehry, je pense, tentera très vite, et c'est ce que l'on verra par la suite, finalement de se différencier de ce groupe de jeunes et de montrer qu'il est ailleurs, comme Le Corbusier ou Wright avaient pu le faire à certains moments, en n'acceptant pas de se voir considérés de la même manière que leurs élèves, que leurs jeunes associés, que leurs contemporains. Gehry essayera de se dégager de cette perception avec les projets des années 80, comme on ne tardera pas à le voir. Merci.